va Chilaver, le entró. ¡Gol de Paraguay! Lo hizo Chilaver de tiro libre. Rosario do São Paulo. Mais qu'ils sont fous, ces Sud-Américains. Et dire que les gardiens sont les plus fous sur un terrain, imaginez les dingues dont on va parler aujourd'hui. Chilavert, Higuita et Rogerio Ceni. Véritables idoles dans le Nouveau Monde, ce sont aussi des stars, à leur manière, du football mondial. Les libéraux vous emmènent en voyage dans ce podcast spécial gardien de but charismatique et tireur de coups francs. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner, j'ai Chris Chilavert. Salut à tous. Yohan Higuita. Salut à tous. Et Tate Ceni. Salut à tous et à toutes. Ça va bien ce nom, Tate Ceni. Bah, Tate Ceni. Reda, excuse-moi. Oui. Moi, je prends pas de la coke, je te dis direct. Non, mais t'as une très belle coupe de cheveux. Ah, ok, merci. On parle de toi comme un sacré scorpion, si je peux me permettre. Parce que tu piques. Ouais. Je suis né en novembre en plus, donc ça, c'est ça. Hein. Tu vois. Il pique, on sait pas ce qu'il pique. Hein. En tout cas, il pique. Quel Avant d'entrer dans les détails concernant chacun de nos trois protagonistes, j'aimerais quand même que l'on s'attarde sur quelques minutes sur leurs points communs, parce que c'est pas anodin qu'on ait décidé d'écrire cet épisode avec ces trois personnes-là. Au-delà de plusieurs caractéristiques communes qu'on va énumérer, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que ce sont trois gardiens sud-américains. Alors ça paraît évident pour tout le monde, mais ce que j'entends par là, c'est que vraiment, J-Christ, on a affaire à un profil type que l'on retrouve qu'en Amérique du Sud. Ce sont des charismatiques, des leaders, comme beaucoup de gardiens européens, certes, mais ils sont surtout fous et extravagants. Ils sont fous, extravagants. Disons qu'ils sont sur le terrain comme ils pourraient être dans la vie, en termes de caractère entier. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui est propre à l'Amérique du Sud, d'avoir ce type de profil de gardien où ils font partie du spectacle. Ils font partie du spectacle par rapport au public, par rapport aussi à la brutalité aussi dans les années 80 du football américain, sud-américain, pardon. Et ils tirent leur épingle du jeu parce qu'ils ont quand même une agilité technique assez au-dessus de la moyenne, même par rapport à certains joueurs. Et on va le voir tout au long de cet épisode. Ils arrivent à être décisifs, que ce soit dans leur surface, mais aussi dans l'autre. Et oui, parce que, Johan, il faut être fou aussi, je pense, quand on est gardien de but, de faire un sprint de 50 mètres pour aller tirer un coup franc ou un penalty dès que l'occasion se présente. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est vraiment la caractéristique commune entre les trois protagonistes. Il est clair qu'il n'y a qu'en Amérique du Sud, en fait, où on peut voir des gardiens de cette trempe-là, non seulement par leur folie, par cette volonté de marquer des buts dans le camp adverse, mais il y a aussi par rapport à leur charisme, comme tu l'as dit, et toutes les petites anecdotes que l'on a, surtout concernant deux des trois, qui seront intéressantes à évoquer tout à l'heure. Tu parles de quoi, Tate? C'est des bagarres contre des supporters. Chilavert, on l'a trouvé en train d'uriner sur le terrain. On parlera tout à l'heure du coup du Scorpion aussi. C'est qu'en fait, il joue comme au quartier. Toi qui aimes bien le quartier, Tate. Exactement. Non, mais il y a les prises de position aussi de Chilavert. Les phrases qu'il a pu dire en tant que joueur, même après. Toutes les phrases qu'il a pu dire, des phrases misogynes, les phrases contre ses adversaires, les phrases contre les arbitres, ses coachs, les bagarres avec Bielsa. C'est exceptionnel. On aurait pu ajouter une autre personne, j'écris dans ce profil américain, quelqu'un comme Georges Campos. C'est vraiment, on a affaire à des gens qui sont excentriques. Excentriques, oui, effectivement. Premier degré. Voilà, excentrique même au niveau même de l'habillement pour Georges Campos. C'est un sapologue avant l'heure. Des longs joggings et en plus très très colorés. Mais un sapologue avant l'heure. Un sapologue avant l'heure. Mais après, tu vois, Georges Campos, pourquoi il n'est pas dans cet épisode? C'est surtout parce que, bon, déjà, le Mexique,
n'est pas forcément lié à l'Amérique du Sud, géographiquement déjà, mais aussi parce que c'est un gardien. Bon, je dis pas que les gardiens en dessous, voilà, 1m70. Bon. Je me rappelle de son but contre le but qu'il a encaissé contre l'Allemagne. La tête de Birov, on est d'accord. C'est inadmissible à ce niveau-là. Il est gentil, mais laissons les messieurs discuter, notamment pour Chilavert et Higuita. Et aussi le pour qu'il prend contre la Corée du Sud. Enfin, tu vois le temps de réaction qu'il a. Non, parce que ce qui est important aussi, c'est que mine de rien, on l'a pas dit jusqu'à présent, mais l'autre point commun à tous ces trois-là, c'est que certes, on aura l'occasion de le dire, ils n'ont pas forcément une carrière extraordinaire à l'échelle d'autres joueurs dont on a pu faire des focus dans cette émission, mais ce sont trois joueurs très forts sur le ligne et qui ont été décisifs à des moments très importants, que ce soit pour leur équipe nationale, pour leur club. Tate, on a affaire à trois bons gardiens de but. On a affaire à trois bons gardiens de but. Je suis pas d'accord sur parmi les trois, il y en a un qui pour moi a une carrière et une renommée internationale. On en parlera. On en parlera et il y en a vraiment un qui, selon moi, même il fait partie même d'après d'une étude statistique, fait partie du 6e meilleur gardien de l'histoire du 20e siècle. Alors, on va parler de celui dont tu parles, hein, c'est Chilavert. Exact. Qui est l'aîné des trois, hein, puisqu'il est né le 27 juillet 1965. C'est aussi le plus connu des trois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le plus gros des trois aussi. Le plus gros des trois. Oh là là, parce que j'allais vous lancer sur. Il est plus connu aussi de nous parce qu'il a joué en France. Et moi, je me rappelle très bien quand il était du côté de Strasbourg. Ah, il était vraiment gras. La boule de Fort Boyard ou Chilavert, c'est pareil. Teddy Bertin, il a dit. Il fallait retenir de Chilavert, celui de Strasbourg. Teddy Bertin, il a dit, il était trop gros. Un bilan. Pour le dessiner, tu fais des cercles. Un cercle pour la tête, un cercle pour le ventre, des cercles pour les cuisses et un cercle pour la balle. Et là, Chilavert, El Gordo, hein, le gros. Donc, comme quoi, c'est aussi quelque chose qu'il a toujours. On peut pas accepter ça. 120 kilos. 120 kilos, il faisait à Strasbourg. Ça l'a pas empêché de remporter des trophées. Des trophées, ouais. Alors, justement, Tate, vu que tu considères que c'est un des meilleurs gardiens, en tout cas, c'est vrai que parmi toutes les études statistiques ou même la FIFA dans les différents classements, Chilavert sort souvent parmi les meilleurs gardiens de tous les temps. Et ça a été le meilleur gardien de l'année de la FIFA en 95, 97 et en 98. Avec des mecs, il était en 94 de mémoire, deuxième c'était Schumacher. Ensuite, il y avait Prudhomme et il y avait Peruzzi en 97. Peruzzi qui sortait d'une saison où il gagne tout. Il gagne le championnat d'Italie, il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Coupe intercontinentale. Donc franchement, c'est pas rien. Heureusement, il gagne pas la Ligue des Champions, mais il est en finale. Il est en finale. Non, mais il sortait en 96. Bon, après oui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, là, c'est un titre 3 fois meilleur gardien FIFA. C'est pas rien. C'est vraiment pour montrer qu'il y a quand même une différence entre lui et les deux autres, quand même. Alors, mais quelle valeur tu donnes à ces trophées, Chris? Parce que bon, ça reste extrêmement subjectif, mais c'est quelqu'un qui joue en Amérique du Sud. Est-ce que c'est pas aussi une façon de montrer au monde, qu'on regarde aussi ce qui se passe ailleurs? Est-ce que c'est pour sa Coupe du Monde 98 aussi qui nous a tous marqués? Surtout, c'est par rapport à la décennie 90 qu'il fait et qui est incroyable. Il joue quand même dans un club qui est très sérieux, qui est le Vélez Sarsfield de Bianchi, puis de Bielsa. On va voir que ça s'est passé de façon assez, on va dire, pas très commode avec Bielsa, mais c'est une équipe qui quand même, voilà, qui gagne qui est championne d'Argentine, qui gagne la Copa Libertadores en 94. Voilà, c'est une équipe qui est quand même assez sérieuse et il fait partie de cette équipe-là et en fait, il a construit sa légende aussi par rapport à cette spécialité qu'il avait des coups de pied arrêtés et surtout des tirs au but parce que en plus de les marquer, on va en parler, il savait très bien les arrêter. Ouais. Et du coup, quand tu te rends compte de la renommée de Chilavert en Amérique du Sud, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est quand même un joueur incroyable et qui a été même élu parmi les meilleurs joueurs sud-américains, qui était le meilleur joueur sud-américain en 96. Bon, même si je suis pas forcément d'accord, puisque River gagne la Copa Libertadores 96. Mais c'est pour dire. C'est pour dire, et c'est pour dire devant aussi devant Francescoli, tu te rends compte? C'est devant Francescoli qui devait regagner encore. Mais bon, après ça reste mon avis. Parce que Francescoli, dans les années 90, il est incroyable.
Mais Chilavert, c'est un crack. Et justement, pour ceux qui l'ont découvert aussi à l'époque, en 98, mais je me rappelle de Jospin, de tout le monde en fait qui lors du match France-Paraguay avait une certaine crainte de Chilavert et qu'on se disait que si on allait tuer au but, on allait perdre à coup sûr parce que Chilavert était dans les buts. C'est pour te dire la renommée du gars. D'ailleurs, il attendait que ça, Johan. Oui, il attendait que ça. Il est clair que pour lui, les tirs au but, il l'a dit ouvertement et fièrement que lui, ce qu'il souhaitait, c'était emmener la France au tir au but, parce qu'il sait qu'il y aurait eu un ascendant psychologique justement vis-à-vis de la France, parce que la France justement sur ce match a d'énormes difficultés à pouvoir ouvrir le score. Donc pour le coup, chez les Verts, on a vu les différentes parades qu'il y a, notamment face à Diomède, face à Djorkaeff, etc. Donc c'était vraiment ce que souhaitait Sheila Vert, mais bon, malheureusement pour lui, heureusement pour les supporters d'équipe de France, Laurent Blanc a trouvé la marque, quoi, a trouvé la voie. Ouais. La lumière est venue de Laurent Blanc. Mais tu sais que Sheila Vert ne digère pas cette Coupe du Monde. Hein. Pour lui, il a été volé. Je ne sais pas pourquoi, mais pour lui, il a été volé sur ce match. Que l'arbitrage est un arbitrage maison. Après, Après, on a connu Sheila Vert comme étant une personne qui avait du mal à accepter les défaites aussi. Hein. Comme Trump. Justement, d'ailleurs, il est fan de Trump d'ailleurs. En plus, il a pensé à la présidentielle paraguayenne à un moment donné dans sa vie. Non, mais justement, cette folie qu'il a dans son esprit, Tate, chez la Verte, c'est qu'effectivement, il sait tirer les coups francs, cette patte gauche, le seul gardien dans l'histoire à avoir mis un triplé dans un match, hein, c'était en 99 en championnat argentin contre Ferrocarril Oeste. On a quelqu'un qui peut-être, à cause de cette folie, n'a pas pu aller plus loin. Ça s'est vu avec Bielsa et ça s'est vu par la suite dans sa carrière. Ça s'est vu avec Bielsa, mais bon, certes, d'après lui, ça s'est fait très brièvement, dans le sens où il jouait en 4-4-2 avec Bianchi. Bielsa est arrivé, il a joué en 3-4-3, le groupe ne l'a pas accepté, il est parti faire un feedback, et à partir de ce moment-là, le feedback s'est mal passé, ils se sont battus et ils se sont plus reparlés. Donc ça c'est vraiment à mettre à part. Mais non, mais pour moi, il est allé très très haut parce que certes il est resté à Vélez et en plus à l'époque les championnats sud-américains avec les championnats européens, pour moi ça se valait parce que lors des coupes intercontinentales, souvent les clubs sud-américains battaient les clubs européens. Donc il n'y avait pas un écart si grand que ça, écart qui est conséquent aujourd'hui. Donc pour moi il a quand même fait une carrière plus qu'honorable. Je vous poserai la question d'ailleurs en fin de podcast parce que le point commun aussi à ces trois, c'est que finalement, l'Europe, ils s'en foutaient. Et donc ça, c'est intéressant aussi dans la manière d'appréhender leur carrière. Et même en termes d'argent, c'était kiff-kiff à l'époque. Hein. Oui, alors le football européen ne générait pas autant de revenus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une grosse différence. Hein. Et quand il vient donc du côté de Strasbourg pour 5 millions d'euros, c'est un transfert énorme comme lui. Claude Leroy. Quel souvenir tu gardes de cette période, de ce chapitre strasbourgeois, Johan? Parce que c'est intéressant d'en parler parce que il nous avait traumatisés en 98 et puis ils se retrouvent chez nous. Il arrive justement en grande pompe, hein, parce qu'on a tous la dernière image qu'on a de Chilavert, parce qu'à l'époque, on n'a pas énormément d'images du football sud-américain. Donc, la dernière image qu'on a de Chilavert, c'est cette Coupe du Monde 98 qu'il fait, où il a été extraordinaire. Et donc, Strasbourg est persuadé, et je pense que tous ceux qui regardent le championnat de France à l'époque aussi sont persuadés que voilà, Strasbourg a fait une belle affaire, malgré le fait qu'il ait 35 ans, mais bon, voilà, on est encore dans ce souvenir un peu fragile de la Coupe du Monde 98. Et malheureusement, il arrive vraiment dans un état physique assez déplorable, dans le sens où, voilà, tout le monde sait qu'il a eu des kilos en trop pour rester poli par rapport à ça. Donc, 120 kilos pour 1m88. Donc, imaginez l'état du bonhomme. Donc c'était vraiment pas facile, mais bon, après on va dire qu'il finit quand même d'une très très bonne manière sa carrière strasbourgeoise. Enfin, il a fini grâce à cette victoire en Coupe de France en 2001, mais après malheureusement il y a cette descente aussi lors de la saison. Comment ? Il va en Ligue 2, il goal en Ligue 2. Il va en Ligue 2, oui, il va en Ligue 2, t'inquiète, je me souviens, même sur Roger Lemaire, la section des champions, c'était lui le gardien de Strasbourg en 2002, t'inquiète. Mais après, on va dire qu'il a,
franchement, par rapport au montant dont il a suscité, en fait, et on va dire le rapport qualité-prix n'a pas été bien réalisé par rapport à Rosselló et Chilavert, d'autant plus que Strasbourg, c'est pas non plus l'équipe la plus riche du monde à cette époque-là. Bon, il y a aussi des histoires de passeport aussi, mais bon, après. Oui, bien sûr. Après, ça, même de commissions occultes avec Claude Leroy. C'est ça. Après, bon, ça, c'est le football français des années 90, avec Strasbourg, avec Saint-Etienne aussi, donc, et Toulouse aussi. Donc, ces problèmes de passeport, c'est, voilà, quoi. On va passer à un autre fou, El Indio, René Higuita. J'adore ce prénom. Alors, lui, il est né le 28 août 1966. Il a joué notamment à l'Atlético Nacional, le club de sa ville natale, Medellín, mais aussi en Équateur, Venezuela, Mexique. Il a joué jusqu'en 2009 aussi, c'est quelqu'un qui a duré. Une équipe nationale, il a fait ça entre 87 et 99, même s'il n'a pas joué toutes les Coupes du Monde. Il a surtout joué celle de 90. Hein. Tate, on se souvient tous de sa cagade. Non, mais c'est un assassinat. Assassinat. Mais justement, ce but, je trouve qu'il est assez représentatif de ce qu'était Higuita, Chris. C'est qu'on parlait de folie tout à l'heure et d'excentricité. Une des caractéristiques d'Higuita, c'était que voilà, il aimait bien aussi toucher la balle, dribbler, tricoter, sortir, etc. Et pardon, Gilles. D'ailleurs, voilà, Tate qui nous fait. Ouais, oui. À cause de ça. Et là, Tate qui nous fait une Raphaël. Désolé. Tout ça pour nous dire un truc pareil en plus. Bon, bref. Continue. Non, je dis non, mais par rapport à Higuita, c'est vrai que c'est un joueur qui, un joueur, tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Tu vois, ce lapsus, c'est un gardien qui vraiment aimait beaucoup jouer. Je me rappelle aussi d'une discussion qu'on avait eue sur Twitter avec Sayed par rapport aux gardiens et aux jeux au pied. Et lui disait que c'était Victor Valdés qui a initié ce style-là. Et moi, je n'étais pas forcément d'accord parce que on a eu un long débat parce qu'on avait peut-être des notions différentes. Et moi, j'avais dit que franchement, les Colombiens avec Higuita, on va dire qu'ils ont initié justement cette manière de jouer au pied, notamment en Amérique du Sud. C'est pour dire que voilà, déjà Higuita, il était dans cet esprit-là avec cette équipe colombienne qui a vraiment marqué la fin des années 80 et le début des années 90, et qui s'est aussi distingué sur la scène des clubs, puisqu'ils ont gagné la Copa Libertadores 89, c'est ça. où justement, il arrête des tirs au but, il fait son tir au but, il rate son tir au but contre Olympia Asunción. Exactement, l'Olympia. Non, c'est pas, c'est Asunción. Ouais, il me semble que c'est Asunción. Non, c'est Asunción. Exactement. Et du coup, il en arrête encore. Et donc là, son club, est amené à remporter l'Atlético Nacional est amené à remporter la Copa Libertadores. C'est être dans l'imaginaire aussi en Colombie de tout ça. De cette période assez glorieuse quand même du football sud-américain colombien, c'est quand même particulier. C'est incroyable parce qu'on pense à Valderrama, on pense à d'autres joueurs. Asprilla qui a Faustino dans les années 90-2000 qui a aussi été... Et les Barcelonais aiment beaucoup. Oui, énormément. Mais voilà, du coup, quand on pense à Higuita également, c'est aussi un pied droit qui est quand même assez performant. Alors, c'est 40 buts en carrière, hein, donc avec notamment 3 avec la Colombie en sélection nationale. Tu as parlé de la Copa Libertadores 89, on peut parler aussi de la finale 95 contre le Grêmio de Jardel, où en demi-finale contre River Plate, il marque un coup franc qui égalise à la fin du temps réglementaire et qui envoie le club aux prolongations et par la suite en finale de cette coupe continentale. Donc ça reste quand même quelqu'un qui est décisif sur coup franc également par moment. En plus le commentaire Reda de Colombien, René. Ouais, c'est celui que vous avez entendu, dans l'introduction, qui est incroyable. Là, on sent, mais c'est un but décisif. Hein, et on va en finale après, donc c'est assez incroyable. Incroyable, Johan, comme justement son geste en septembre 95 à Wembley sur un centre-tir anodin de Reitnab, il nous fait, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, mais après, franchement. Moi, si j'avais regardé ce match, j'aurais dit mais qu'est-ce qu'il fout lui ? À quoi il joue en fait ? Parce que
Bah, il joue justement. Parce que les gars, entre nous, vous voyez, voilà, le geste il est beau, etc. Mais il n'y a aucune utilité de faire Non, mais... Comme sa sortie contre Gémila. C'est incroyable. Donc oui, on va dire qu'il a fait quand même le show du côté de Wembley, justement, avec ce geste-là qui reste justement dans la mémoire collective, qui reste dans la mémoire de tout le monde. Hein. Tout amoureux du football a déjà vu ce geste-là. Donc René Higuita reste dans la postérité, il reste comment connu par rapport à ce geste-là. Ouais. J'ai un truc à ajouter, messieurs, c'est que ce geste-là, j'ai revu un téléfoot d'époque qui s'est passé quelques jours après ce geste, et en fait, l'action n'est pas une action dans le jeu. Hein. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu qui est sifflé. Oui. Exactement, et c'est un geste qu'il avait tenté à plusieurs reprises à l'entraînement. Donc Wembley avait déjà vu ça. Et après, quand Redknapp lance le ballon, voilà, tout le monde se replace. Et en fait, voilà, pour amuser le public. Et voilà, le geste part. Et voilà, ça fait partie dans l'imaginaire, ça fait partie des plus gros arrêts de l'histoire du foot. Mais c'est un arrêt qui n'était pas dans le jeu. Il faudrait le dire pour nos amis auditeurs. Ça, c'est important de le dire. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, Tate, c'est vraiment cet éclair de folie qui peut pénétrer l'esprit de cet homme pour tenter ce geste-là. Personne ne l'avait jamais fait avant, ne serait-ce que pour amuser la galerie. Et je trouve que c'est assez représentatif de ce que je disais au départ, le gardien sud-américain. Ouais, c'est représentatif, mais bon, après, c'est risque et péril, hein, parce que moi, encore, excusez-moi d'insister sur ça. Ce qu'il fait en 90 contre le Cameroun, c'est un assassinat. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit, je suis désolé. Sortir comme ça, alors qu'il n'y avait pas vraiment un danger extrême, sortir comme ça, écouter la qualification de son équipe comme ça, je suis désolé, c'est un assassinat. Après, moi, en Afrique, en plus, comme c'est le Cameroun, excuse-moi Tate, mais en Afrique, comme ça, en plus, comme c'est le Cameroun, sa maison, elle aurait été brûlée. Hein. Salon de coiffure de sa sœur brûlé, saccagé, pillé, tout. Non, mais sérieusement. Et puis, quand même, il y a quand même des points noirs sur sa carrière. C'est pas quelqu'un qui fait des saisons complètes. Si vous regardez bien ses statistiques, c'est pas quelqu'un qui fait des 30, 40 matchs par an. C'est souvent quelqu'un qui fait des 15, 20 matchs. Après, on sait pas ce qui se passe. Il va en prison. Il va en prison pour avoir couvert la mafia à l'époque. Ça lui coûte d'ailleurs la Coupe du Monde 94. Et moi, je préférais plus quelqu'un comme Mondragon, qu'on a vu à Metz la même année où Chilavert va à Il s'appelle comme mon cousin, Farid. Ou Oscar Cordoba aussi, les gars. Tant qu'il s'appelle pas Faisal, c'est très très bien. Et non. On embrasse tous les Faisal qui nous écoutent. Exactement. Espérons que votre derrière soit propre. Et non, les Higuita, il y a quand même un sérieux problème de régularité. Si vous regardez bien. Contrairement à ta connerie qui est toujours régulière, Tate. Exact. Alors, on va passer à un troisième gardien. Toi, tout à l'heure, tu disais que le meilleur des trois était Chilavert. Moi, j'ai quand même une préférence pour Rogério Ceni, le gardien aux 132 buts. Et on va en parler tout de suite. Alors, c'est peut-être le moins connu des trois, à l'échelle peut-être internationale, grand public. C'est peut-être aussi celui qui est le plus lisse, Yohan. On va dire que c'est pas quelqu'un qui est aussi fou que dans le comportement, mais ça reste quelqu'un qui est fou footballistiquement, ne serait-ce que pour sa spécialisation dans les coups francs. Après, Rogério Ceni, c'est un peu, c'est l'archétype du Brésilien footballeur blanc. Ouais, si je peux dire ça comme ça, hein. C'est vraiment le joueur qui a une image très lisse, qui est vraiment un joueur assez classe, que tout le monde apprécie, etc. Et moi, pour la petite anecdote, Rogério Ceni, la première fois que j'ai entendu parler de lui, je fais encore allusion à des jeux vidéo, c'était sur PES 1, la première version de PES en fait, de ISS Pro Evolution plutôt. Et justement, Rogério était le gardien du Brésil dans cet opus-là. Mais Rogério Ceni, il a une carrière qui est assez particulière, qui est d'ailleurs très liée à Sao Paulo. Hein. Sao Paulo qui est, je pense, le meilleur club brésilien du début des années 90, notamment vainqueur de la Super Coupe, de la Coupe intercontinentale contre le Barça. C'est rentré dans l'histoire, ce club. Comment ? Cette équipe est rentrée dans l'histoire. Oui, c'est rentré dans l'histoire. Oui, l'équipe de Tele Santana avec des gars comme Rai, etc. Et encore à cette époque-là, c'était Zeti le gardien numéro 1. Mais Rogério Ceni justement a su attendre justement avant d'avoir sa place dans cette équipe de Sao Paulo, avec lesquels il gagnera d'énormes titres. Titres de champion. D'énormes titres.
Ouais, oui, ça c'est clair. Il gagnera des titres de champion du Brésil. Il sera aussi le gardien numéro 2 de l'équipe. D'ailleurs, ça a été une surprise pour moi parce que je pensais que ça allait être lui le gardien numéro 1 en 2002 avec l'équipe du Brésil. Mais ça a été lui, il a été gardien numéro 2 en équipe du Brésil pour la Coupe du Monde 2002, barré par Marcos. Donc ouais, non, Rogério Ceni, c'est un sacré palmarès. Hein. C'est vraiment un sacré palmarès, Rogério. Et puis, c'est 132 buts en un peu plus de 1200 matchs. C'est tout simplement extraordinaire. Alors, il est né le 22 janvier 1973. C'est le plus jeune des trois. Il a fait toute sa carrière, comme tu le disais, à Sao Paulo. 1238, c'est un record concret pour le coup du joueur qui a joué le plus de matchs pour un seul club entre 1990 et 2015. Il a été champion notamment en 2006, 2007 et 2008 d'affilée. Une équipe au milieu des années 2000, je trouve, qui est extrêmement forte. Championne de la Copa Libertadores, championne du monde aussi. Il est le capitaine de cette équipe dans laquelle il y a Cicinho, Lugano, Mineiro, Josué et Amoroso aussi, qu'on connaît bien chez les libéraux. Cette période milieu des années 2000, Rogério Ceni, il est sur le toit du monde en fait du football de club. Oui, il est sur le toit du monde en Amérique du Sud et aussi dans le monde, puisque voilà, des équipes comme Liverpool ou c'est ça, oui. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. En 2005, c'est bien ça. Ouais, et en plus, il fait un arrêt extraordinaire sur un coup franc de Gérard. Bon, en même temps. Non, il va la chercher quand même. Comme si c'était bien compliqué. Bon, bref. Il va la chercher de l'autre côté. Non, je ne sous-estime pas les qualités de Rogério Ceni. C'est juste que Liverpool en finale de trophées intercontinentaux. Bon, bref, c'est pas. Ça m'impressionne pas. Mais pour revenir plus sérieusement sur ce Sao Paulo, avec Rogério Ceni, c'est une équipe qui est quand même redoutable et qui était redoutée à juste titre. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses par rapport au parcours de Rogério Ceni qui est assez impressionnant, notamment sous l'impulsion de Mauricio Ramalho qui lui a donné sa chance dans les buts. Yoann, tu le disais tout à l'heure que il a pris la place de Zeti en 97, Zeti champion du monde 94. Donc, c'est-à-dire que pour arriver jusque-là, il a fallu du temps. Et ce temps-là, c'est quelque chose qui lui a permis, dans un concours de circonstances incroyables. Déjà, quand il y a le gardien. Il y a le gardien, je pense, qui se tue dans un accident de voiture. Il est numéro 3, donc il passe numéro 2. Et ensuite, il y a blessure du gardien. Et là, il passe numéro 1. Là, tu te dis que quand même, il a beaucoup de chance. Et derrière, c'est de la sorcellerie. Ça fout encore les Congolais qui disent des choses pareilles. Non, c'est Yoann qui dit ça, c'est pas les Mais c'est surtout l'entraînement. Et les coups francs qu'il tirait à l'entraînement, sur lesquels il a réussi à faire sa spécialité, jusqu'au point de devenir quand même le gardien le plus prolifique de l'histoire du ballon rond devant José Luis Chilavert. Mais juste pour une statistique qui est incroyable, c'est justement sur cette Copa Libertadores 2005, il marque un but en 8e, 2 buts en quart, 1 but en demi-finale. Des choses que Henry ou Shevchenko ne font pas tâter. Pas mal. Shevchenko aussi. Henry. Blague à part, on a affaire à quelqu'un qui a des statistiques de buteur décisif dans un club ambitieux. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. En plus, il avait une technique de coup franc qui était particulière. Je me demandais comment il arrivait à mettre Chilavert. On voyait comment il mettait la puissance dans ses frappes, mais Rogério Ceni, comment il tirait avec son dos et comment la balle flottait, franchement, exceptionnel. Le rebond avant que ça rentre, souvent le rebond avant que ça rentre. Exceptionnel. Mais ce qui me gêne avec lui, c'est que quand tu es gardien blanc brésilien et que tu n'arrives pas à faire ton trou en sélection, ça la fout mal quand même. Pourquoi il n'a pas fait son trou alors ? Ça, c'est un vrai mystère. C'est un mystère. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des gardiens qui ont été. Parce qu'on parle de Marcos surprise. Quand tu connais Scolari qui entraînait Palmeiras, c'est. Donc, du coup, Marcos, c'est son gardien. Ouais, il lui fait confiance. Et Marcos aussi, tu vois son palmarès, c'est quand même un monsieur quand même dans le football sud-américain. Et Dida est préféré parce qu'il joue au Milan pour la suite ? Ça, je demande à tâter. Et la meilleure équipe du monde du moment, évidemment. Du moment et même de tous les temps, même. C'est ce que dit Gérard, notamment. On aura l'occasion de le dire dans un podcast très prochain sur les qualités de Rogério Ceni sur le coup franc, mais juste une petite parenthèse d'une minute. Yoann, pour le coup, il y a Juninho, il y a plein d'autres garçons, il y a Beckham, etc. Mais il y a aussi Rogério Ceni. On parle d'un spécialiste du genre.
Ouais, c'est vraiment un spécialiste des la coups francs. discipline, C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Le nombre de coups francs qu'il met, surtout avec Sao Paulo, le nombre de coups francs qu'il met, c'est incroyable. Hein. Honnêtement, c'est limite du jamais vu pour un gardien de but. Hein. Là, comme tu l'as dit, il a mis plus de 60 coups francs devant Chilavert, etc. Et en plus, le pire, c'est que ces coups francs, en fait, ils sont marqués. En fait, les buts qu'il met, il y a une certaine régularité, en fait, à ce niveau-là, pour un gardien de but. C'est ça qui est remarquable, en fait. Parce que notamment en 2000, il met 7 coups francs en 2000, par exemple. Dans toute l'année 2000, il met 7 coups francs. Et on peut pas, honnêtement, on ne peut que faire allégeance devant des joueurs de la sorte qui ont cette particularité-là. Et je pense que Roger Rossini est vraiment quelqu'un qui a été remarquable sur cet exercice. Alors, c'est quelqu'un qui a souffert du coup de la concurrence en sélection. Il a 16 sélections en tout. Il en a eu surtout entre 98 et 2001. Bon, on va encore le redire, mais cette époque-là, la mauvaise même moi, j'aurais pu être international. J'aurais été à 4 reprises. À 4 reprises, j'aurais fait mes 2 sélections et hop, j'aurais signé je ne sais où dans un club moyen en Espagne ou bref. Non, en France. Washington, comme Washington. Non, c'est incroyable le football. Washington qui a été décisif dans les éliminatoires. Donc, on parle de Washington, vous êtes sérieux les gars? On en a parlé dans la saison 1. Hein. Alors justement, une question comme ça pour terminer le podcast, puisque par exemple un garçon comme Sénic, c'est quelqu'un qui a refusé l'Inter, c'est quelqu'un qui a refusé Arsenal. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ces 3 joueurs-là, c'est ce que je vous disais que j'allais vous en parler, c'est que Christ, ils s'en foutent de l'Europe. C'est pas leur préoccupation, parce que je pense que la vie et je pense que beaucoup de joueurs brésiliens et argentins nous l'ont fait comprendre, la vie est meilleure au bled pour eux. Et ils viennent prendre l'argent en Europe et après ils reviennent en Amérique du Sud pour vivre la belle vie. Mais pour ces mecs-là, ils n'ont pas ressenti le besoin de partir en Europe pour pouvoir gagner davantage, parce que c'était quand même... On parle quand même que ce soit pour Chilavert, que ce soit pour Higuita ou pour Séni, de joueurs qui sont quand même parmi les mieux, les plus médiatisés aussi de leur championnat respectif. Donc du coup, partir pour faire quoi? Pour être un parmi tant d'autres, pour ne pas être compris des techniciens européens. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit qu'il n'y a que en Amérique du Sud qu'on a besoin d'eux et on va pas aller ailleurs. Et je pense que après pour Chilavert, son expérience à Strasbourg n'a pas été la meilleure, mais bon. Il a joué en Espagne aussi comme Higuita d'ailleurs. Mais... Exactement, mais c'est assez court. C'est en gros histoire de voir comment c'est et après on retourne chez nous quoi. Ce qu'il faut préciser aussi par rapport à Rogério, c'est que il est à Sao Paulo. Sao Paulo, c'est un club qui est très très riche au Brésil. Même la ville, elle est extraordinaire. C'est peut-être le club qui prospère le plus en Amérique du Sud. Donc, il est clair que il n'y a pas de réelle raison. Il est clair qu'il n'y a pas de réelle raison de vouloir aller en Europe si c'est né pour se mettre une grosse pression supplémentaire et puis souffrir de la saudade à ce niveau-là, arriver un moment et vouloir rentrer au pays quoi. Donc. Et puis aller à l'Inter Arsenal quoi, franchement. Non mais c'est vrai quand t'es à Sao Paulo, tu joues au football, t'es capitaine de ton équipe, t'es une idole, tu bats les Européens. Franchement c'est vrai quelque part. Pourquoi faire en fait? Il n'y a pas de raison. On connaît des grands monsieur ici en France qui quittent leur famille pour retourner en Afrique. Pourquoi pas eux? Franchement. En tout cas, voilà. En tout cas, ça nous a pas empêché cette carrière 100% sud-américaine de parler d'eux dans ce podcast Les Libéraux, parce que ça reste quand même des joueurs, des gardiens qui nous ont tous marqués. J'espère qu'on aura été à la hauteur de leur talent sur coup de pied arrêté et puis aussi sur la ligne. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et à bientôt. Ciao. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.